Alors cette année, en raison d'un contexte sanitaire inédit, l'accent est mis sur la manière dont les entreprises peuvent rebondir en s'appuyant sur l'innovation et sur la collaboration. Alors, au programme de cette journée de clôture, l'intervention de nombreux experts issus à la fois du monde académique et du monde de l'entreprise, ainsi que des éclairages qui seront apportés par des acteurs économiques bien connus dans la région Hauts-de-France, Patrice Penel, qui est le président du MEDEF Hauts-de-France, ainsi que Corinne Molina, qui est la dirigeante du groupe Madère. Donc, le programme, pour vous donner le programme de ces journées de clôture, il va y avoir 2 grands temps. Donc, une première partie qui va s'étaler jusqu'à 17 h avec 3 tables rondes organisées successivement par INRIA, la SAT-Nord et la Mèche. Puis, il y aura à partir de 18 h la remise des trophées Force Awards Hauts-de-France. Donc, crise sanitaire oblige, ces différents événements se tiennent cette année en digital. D'ailleurs, les intervenants seront tous en visioconférence et non pas avec moi sur ce plateau. Et l'ensemble de ces événements seront disponibles en replay. Alors, pour démarrer cette table ronde, organisée par l'INRIA, je vais vous donner la thématique qui a été retenue. Donc, nous allons apporter un éclairage sur 3 points. Qu'est-ce qu'un chercheur entrepreneur ? Comment créer une start-up à partir de technologies issues de la recherche et comment les entreprises peuvent contribuer à la dynamique de création de start-up issues de sciences du numérique. Alors, pour démarrer, j'invite Laurie Barbarin, chargée d'accompagnement start-up au sein d'INRIA, Lille Nord-Europe. Elle va nous présenter en quelques mots les services que propose cet institut de recherche. Laurie, bonjour. Bonjour. Alors Laurie, expliquez-nous, quel est le rôle d'INRIA et comment l'Institut participe aujourd'hui à la valorisation de la recherche? Oui, peut-être pour dire quelques mots sur INRIA en introduction. Donc, INRIA est un institut de recherche en sciences et technologies du numérique. On a 8 centres en France et 9 bientôt. Et on a 200 équipes de recherche, de 14 sur 2. On porte des actions sur 3 différents volets. Les partenariats entreprises, les projets collaboratifs européens et l'accompagnement de startups deep tech. D'accord, merci Laurie. Alors je vais proposer au public de participer à un petit quiz. Alors il faut savoir que cette table ronde va être ponctuée de plusieurs quiz. Alors l'idée c'est de casser certains clichés, certaines idées reçues que vous pourriez avoir sur les thématiques que nous allons aborder. Alors, pour que le public puisse répondre à ces quiz, je vais l'inviter à utiliser l'onglet sondage de l'outil Livestorm avec lequel il est connecté. Donc, vous n'aurez à chaque fois que quelques secondes pour répondre au petit quiz. Alors, premier quiz. Alors, quel est le nombre de startups INRIA créées jusqu'à présent? Alors, 3 réponses sont possibles. 300, 170 ou 60. Alors, je vous laisse répondre en quelques instants. Peut-être en attendant les réponses, Laurie, sans en dévoiler davantage, le nombre de startups qui a été créé par l'INRIA, ça se passe comment ces dernières années? Il est plutôt en hausse constante? Alors, effectivement, on a un nouveau PDG qui est très engagé sur l'émergence de nouvelles startups deep tech. Donc, en ce moment, il serait plutôt à la hausse. Cette année, on a 6 startups au sein du centre de Lille. Et au niveau de l'Institut, on en a plus de 25. Du coup, voilà, c'est en hausse par rapport aux dernières années. Et sans dévoiler le nombre, effectivement, on a un objectif 200 startups créées. D'accord, donc ça fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, l'évolution en hausse. Alors, je ne sais pas si on a déjà les résultats du quiz. Alors, je vois si on a essentiellement le public qui se prononce pour le chiffre 170. Alors, Laurie, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est effectivement la bonne réponse. Donc, depuis un peu plus de 30 ans, INRIA a créé un peu plus de 170 startups. D'accord, bon, on a un public averti, alors ça, c'est super. Alors, je tiens à préciser qu'en plus de ces différents quiz, il va y avoir plusieurs temps pour les questions et les réponses du public pendant cette table ronde. Donc, pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur les thématiques abordées, je vous invite à utiliser l'onglet
questions de l'outil Livestorm et pas l'onglet chat, hein, surtout l'onglet questions. Et si jamais vous voyez que la question que vous souhaitiez poser l'a déjà été, à ce moment-là, vous pouvez simplement liker la question, ce qui la fera remonter automatiquement dans le fil des questions et pas la poser une seconde fois. Ce sera plus simple pour tout le monde. Voilà. Alors, pour continuer cette table ronde, on va ouvrir le premier thème. On va entrer dans le vif du sujet. Pour cela, je vais accueillir les intervenants du premier temps fort. Donc, il y a avec moi aujourd'hui en visioconférence Omar Abdelkafi, donc, qui est chercheur et porteur du projet Imprevo Tech, Yacine Esmili, porteur du projet lillois Axiom, Aurélien Tanière, qui est chef de projet innovation chez OVH Cloud, et Agathe Chapelet, qui est Startup Manager chez Eura Technologies. Et bien entendu, Laurie Barbarin, vous restez avec nous durant toute cette table ronde. Donc la table ronde s'ouvre avec un premier thème, qu'est-ce qu'un chercheur entrepreneur? Alors je me tourne vers vous, Omar et Yacine, puisque vous êtes tous les deux accompagnés par INRIA et que vous êtes tous les deux des chercheurs entrepreneurs. Alors avant d'entendre Omar sur le sujet, on va lancer un autre petit quiz. Alors je vous lis l'intitulé, qu'est-ce que l'évolution artificielle pour vous? L'évolution artificielle. Alors, est-ce que c'est encore un nouveau nom pour l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un domaine qui apprend en même temps qu'il teste? Est-ce que c'est ou bien une méthode qui fait évoluer l'intelligence artificielle ou enfin un domaine qui permet l'évolution des espèces? Alors, pareil, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre. Et en attendant, Omar, est-ce que vous avez une réaction sur ce quiz? Est-ce que vous êtes chercheur et entrepreneur? Vous évoluez dans deux mondes à la fois, le monde académique et le monde de l'entreprise qui ont des codes différents. Est-ce que ça vous oblige à faire des efforts de vulgarisation particulièrement importants? Donc bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc moi je suis maître de conférence à l'université de Lille et chercheur donc d'une équipe INRIA qui est spécialiste en évolution artificielle et optimisation à grande échelle. Donc est-ce qu'il faut faire des efforts de vulgarisation? Bien évidemment, c'est notre rôle. Donc il faut le faire. Et puis c'est pas une obligation, c'est même un plaisir en fait de partager. Ça fait partie un peu de notre métier, donc du côté enseignant. D'accord, c'est votre quotidien de savoir jongler et de savoir expliquer Exactement. Les concepts des deux côtés. D'accord, alors on a la réponse du quiz. Donc, alors par contre, je ne vois pas bien la réponse qui se dégage. Donc, on est quasiment à égalité, en fait, entre un domaine qui apprend en même temps qu'il teste et une méthode qui fait évoluer l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas, qui peut me donner la bonne réponse? Laurie, peut-être? Je dirais que ce sont deux bonnes réponses. Je laisserai Omar compléter peut-être sur ça. Alors, donc, est-ce que c'est un domaine qui permet l'évolution des espèces? En fait, c'est un domaine qui s'inspire de l'évolution des espèces plutôt. C'est effectivement, donc, c'est un domaine qui apprend, c'est des algorithmes d'apprentissage. Ils permettent en fait d'avoir une amélioration des méthodes d'intelligence artificielle pour le paramétrage, le nombre de couches, pour les réseaux de neurones, etc. Et est-ce que c'est un nouveau nom pour l'intelligence artificielle? Je pense qu'on n'en a pas besoin. On a déjà pas mal de noms, donc ça fait partie de l'intelligence artificielle. D'accord, merci beaucoup Omar pour cet éclairage. Je poursuis avec vous. Vous êtes, on l'a dit, chercheur et fondateur de la société Imprevo Tech. Alors, quelle est l'activité de cette entreprise et en quoi a consisté l'accompagnement INRIA? En fait, c'est un projet de start-up qui est aujourd'hui incubé dans INRIA, donc Startup Studio. Et c'est pas encore créé, donc. Et moi, j'aimerais partager avec vous deux choses. Donc, pourquoi je le fais? Pourquoi aujourd'hui un maître de conférence voudrait se lancer dans ça? Donc, je dirais que c'est un cheminement un peu personnel. J'avais besoin que ma courbe d'apprentissage s'améliore et j'avais besoin un peu de sortir de ma zone de confort et avoir un impact. Et donc, du coup, au bout de ce cheminement-là, il y a toujours un déclic. Et pour moi, c'était le Hacatech, donc organisé par INRIA et par Laurie qui est là, où j'étais référent technologique. Et donc, j'ai vu un peu cette énergie et je me suis dit, pourquoi pas moi?
Et entre le pourquoi pas moi et l'exécution, il y a tout un monde. Et donc du coup, ouais. Et donc du coup, ben la première difficulté, c'était, je pensais comme un chercheur, ça veut dire que j'essayais de prendre mes algorithmes et essayer de les appliquer dans le monde, ce qui marche pas très bien. Et après, en tant que chercheur, on est formé à avoir une pain technique, donc du coup, on essaie de trouver un problème et le résoudre. Pareil, c'est pas la bonne approche, et c'est là où l'accompagnement INRIA était important, donc avec Laurie et Cyril, qui nous ont permis en fait, enfin, m'ont permis moi, ils ont fait beaucoup d'efforts avec moi pour me convaincre de me poser la seule question qui compte, est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'on répond à un besoin? D'accord, donc INRIA vous a permis de naviguer plus facilement entre ces deux mondes. Alors, j'ai un troisième quiz à vous proposer tout de suite avant de laisser la parole à Yacine. Alors, je vous lis l'intitulé. Alors, arrivé en seconde, quel pourcentage d'élèves sont concernés par des difficultés en mathématiques? Alors, est-ce que c'est 10%, 30% ou 55%? Donc là aussi, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et Yacine, en attendant les résultats et sans les dévoiler, dites-moi, comment se positionnent les élèves français par rapport à ceux d'autres pays en mathématiques? Alors, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette table ronde thématique. Alors, la France est réputée à l'international pour ses mathématiciens de renom. La France est le deuxième pays après les États-Unis à avoir le plus de médailles Fields, donc l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. En revanche, les jeunes Français, eux, s'en sortent beaucoup moins, et de plus en plus d'études le confirment en fait. Par exemple, on peut parler du classement PISA publié en 2019 et qui place la France au rang de 23e sur 119 pays qui ont participé à l'enquête de l'OCDE. Et l'une des choses qui ressort aussi de ces études, c'est que la France est un des pays qui a réussi le moins à atténuer l'impact du bioéconomique sur les résultats scolaires. D'accord, merci pour cet éclairage. Il y avait des choses que je ne savais pas. Merci beaucoup. Alors, je vois le résultat du sondage. Donc, c'est 30% qui l'emporte. Alors, Yacine, est-ce que c'est la bonne réponse? C'est pas la bonne réponse. Ah. La bonne réponse est 55%. En oui. fait, ce qu'on sait, c'est que 42% des en sixième, donc qui s'apprêtent à rentrer au collège, traînent déjà d'importantes lacunes en mathématiques. Et on sait que ce chiffre grimpe à 55% pour les élèves en seconde. C'est très important. Alors Yacine, je suppose que vous n'avez pas été concerné par ce sujet des difficultés en mathématiques. Alors vous êtes, je le rappelle, donc chercheur et vous avez rejoint INRIA récemment pour accompagner votre projet de création de start-up qui s'appelle Axiom. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, effectivement, j'ai fait une thèse en mathématiques que j'ai soutenue en septembre dernier, donc il n'y a pas très longtemps. Et l'idée de la start-up Axiom a germé, a mûri pendant cette thèse. Un constat assez simple, c'est que aujourd'hui ne tient pas compte, ou du moins compte de la diversité de chaque élève. Et c'est d'autant plus flagrant en mathématiques où l'on sait que ce système ne correspond pas du tout à beaucoup d'élèves laissés pour compte et qui accumulent très vite des lacunes. Et il est aussi important de signaler que la plupart de ces élèves de milieux qui sont défavorisés. Alors aujourd'hui, en utilisant les récents développements de l'intelligence artificielle, nous pouvons pallier ce problème avec notre solution Axiom, où l'on fait de l'apprentissage sur mesure en adaptant notre pédagogie au profil de chaque élève. Alors, par rapport à l'accompagnement INRIA, vous me permettez quelques secondes pour en dire plus? Oui, allez-y, on vous écoute. Alors, ce que je voulais dire, c'est que se propose sur l'intelligence. De base, je suis un spécialiste du machine learning ou de l'intelligence artificielle. J'ai fait des études et une thèse en mathématiques sur des thématiques éloignées de l'intelligence artificielle. Et pour mener ce projet, il fallait absolument rentrer en contact avec des équipes de recherche spécialisées dans ce domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Et c'est pour cette raison précisément que je me suis rapproché d'INRIA dans le cadre de l'événement d'innovation Hacatech qui a été mentionné par Obar.
Et suite à cet événement assez exceptionnel, j'ai pu collaborer avec des chercheurs qui sont à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine et peaufiner aussi ma proposition de valeur. Et ça a débouché sur une levée de fonds, enfin du financement pour nous dédier entièrement à notre projet d'entrepreneuriat. Alors, il y a une question qui me vient en vous écoutant tous les deux, Yacine et Omar, c'est pourquoi, en tant que chercheur, vous avez eu à un moment donné l'envie d'être entrepreneur? Pourquoi ne pas être allé chercher cette compétence chez une tierce personne et peut-être vous associer? Alors peut-être, je ne sais pas, Yacine, vous aviez la parole. Est-ce que vous voulez continuer sur le sujet avant de passer la parole à Omar sur la même question? Alors, mon cas est un peu particulier car aujourd'hui, je ne suis plus chercheur. Je suis entièrement dédié à mon activité d'entrepreneur. Ah oui, à 100%. Oui, à 100%. J'ai soutenu ma thèse en septembre dernier, comme je l'ai mentionné. Et ma thèse portait sur des thématiques très éloignées, assez éloignées en tout cas du domaine d'activité de la startup Axiom aujourd'hui, qui se situe plus autour de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Alors, j'aimerais dire que faire une thèse ne vous conditionne pas nécessairement à faire éternellement de la recherche. J'ai d'abord choisi de faire une thèse surtout parce que j'avais la volonté d'aller plus loin dans ma passion, dans la passion que j'ai pour les mathématiques. Et je pense qu'au final, le métier d'entrepreneur et de chercheur ne sont pas si éloignés qu'on veut bien croire. D'accord, merci. Et vous, Omar? Je voulais poser la même question à Omar, mais il semblerait qu'il ne m'entende pas. Ah si, voilà. Si. Oui, voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est bon. Moi, je vous entends très bien. Donc, moi, contrairement à Yacine, donc je suis encore sur mon poste de maître de conférence et puis je suis à la recherche d'une personne tierce qui est côté business. Donc, je pense qu'on peut pas faire les choses tout seul. On a beaucoup de choses à apprendre. On a beaucoup de choses à apprendre des autres aussi. Et donc là, aujourd'hui, je suis à la recherche de quelqu'un qui est cofondateur et qui a ce côté-là, qui s'y connaît en entrepreneuriat. D'accord, c'est très intéressant parce que vous avez fait des choix l'un et l'autre qui finalement sont assez différents. Et est-ce que c'est compliqué, vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que vous diriez que c'est compliqué d'être à la fois en création d'une structure tout en continuant à faire de la recherche, à évoluer dans le domaine public, académique en tout cas? Alors, créer une structure, ça prend du temps, forcément. Oui. Et donc, on essaie un peu de trouver le bon équilibre. Après, on a quand même quelques mécanismes qui nous permettent de faire ça. Et justement, grâce au INRIA Startup Studio, moi, de mon côté, j'aurai des forces en plus et des gens en plus avec moi pour m'aider. Donc, de ce côté-là, c'est très intéressant. Et alors, quelles sont les principales difficultés, pour les résumer, que vous avez pu rencontrer dans ce parcours qui a consisté à naviguer entre ces deux mondes? Si vous deviez résumer en 2-3 difficultés, ce seraient lesquelles? Des difficultés d'un point de vue, j'ai parlé un peu des difficultés d'un point de vue mindset, un peu. Oui. Après, les difficultés, ça reste de trouver le bon marché, de switcher un peu entre ce monde-là, de recherche et celui de l'entrepreneuriat. D'accord. Et Yacine, peut-être les principales difficultés, s'il souhaite s'exprimer sur le sujet quand il est passé d'un monde à l'autre. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une chance d'être accompagné par une structure étatique et je ne trouve pas ça particulièrement compliqué. Au contraire, ça me permet de me dédier entièrement à mon projet sans avoir à me soucier d'une rentabilité immédiate. Cela donne le confort confectionné de répondre réellement à un besoin sociétal. D'accord. Une dernière question pour vous deux, Yacine et Omar. Quels sont, selon vous, les obstacles qui restent à lever en France pour faciliter le parcours des chercheurs entrepreneurs comme vous? Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre me donner votre point de vue sur le sujet, s'il vous plaît? Oui, Omar. Okay, c'est pour moi. Oui, c'est ça. Donc, alors, les obstacles, je vais parler d'un point de vue maître de conférence. En fait, on a
tout ce qu'il faut aujourd'hui pour la partie création d'entreprise. Ça veut dire qu'on a déjà les mécanismes, etc., qui nous permettent de créer. Par contre, pour ce genre de projets qui sont deep tech, qui demandent du temps de maturation, il manque un peu la structure avant la création. Moi, j'ai de la chance parce que j'avais une RIA de mon côté, et donc un laboratoire, une structure qui m'accompagne, mais c'est pas toujours le cas. Donc, clairement, avant la création pour ce genre de projet, il manque encore des points, une structure. D'accord. Yacine, peut-être sur ce sujet des obstacles qui restent à lever en France pour les chercheurs entrepreneurs pour faciliter leur parcours? Alors, personnellement, je pense qu'il y a actuellement une très bonne dynamique en France. De plus en plus de moyens sont mis à disposition des jeunes chercheurs et des jeunes de façon générale qui ont des projets innovants en tête. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette dynamique et donner aux jeunes la possibilité d'entreprendre très tôt, de mettre en place une culture qui ne voit pas l'échec comme une fin en soi, mais au contraire comme un moteur de dépassement et d'amélioration. Il faut aussi poursuivre ce travail, notamment effectué par INRIA, de médiation pour rendre les technologies développées par les organismes de recherche plus accessibles aux grands. Il faut démystifier des choses, notamment comme l'intelligence artificielle, et expliquer les incroyables possibilités que ces techniques permettent de faire aujourd'hui. Alors, une dernière chose, j'aimerais juste dire qu'il faut consolider le lien et construire un pont solide entre la recherche et l'industrie, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. C'est pourquoi des événements comme le Hackathek sont des leviers d'innovation très importants et que ce genre d'événement doit pouvoir se multiplier à travers toute la France. Merci, le Hackathek, on va en parler tout à l'heure. Merci à vous deux, Omar et Yacine, pour ces éclairages. Alors, Laurie, Barbarin, je me tourne vers vous à nouveau. INRIA accompagne de nombreux chercheurs entrepreneurs. On vient d'avoir 2 témoignages sur le sujet. Est-ce que selon vous, il se dégage un profil type? Je ne sais pas si on peut parler de profil type, parce qu'on va accompagner différents types de populations. On va avoir en interne, par exemple, des doctorants, des ingénieurs, des postdoctorants, et parfois des chercheurs même, comme Omar, qui veulent créer une entreprise. Et donc, du coup, ils ont chacun leur caractère, leur personnalité, mais voilà, ils n'ont pas le même métier à la base. Et des porteurs de projets plutôt externes, comme Yacine, voilà, qui sont du domaine de la recherche aussi également, mais qui ont une très forte envie d'entreprendre et qui nous rejoignent pour ça. Donc, pas de profil type, peut-être des qualités qui sont nécessaires pour réussir à jongler entre ces 2 mondes? Effectivement, Omar et Yacine l'ont plutôt évoqué. Je pense qu'il y a effectivement des similitudes entre un chercheur et un entrepreneur. Ils ont chacun d'entre eux une culture de l'exploration dans leur ADN, une culture de driver l'incertain et d'être voilà, pas tout à fait sûr de ce qu'ils font et de comment ils font. Ils sont aussi très cartésiens et drivés par les faits, et ça c'est une qualité de tout bon entrepreneur qui se doit. Et donc du coup, notre job au quotidien, c'est de leur faire prendre conscience que même s'ils n'ont pas fait d'école de commerce et qu'ils n'ont pas de culture entrepreneuriale, nous on peut leur apporter, et on peut leur apporter aussi ce manque de confiance qu'ils peuvent avoir de temps en temps à entreprendre parce qu'ils n'ont pas fait les études pour ça. Et il n'y a pas vraiment d'études pour entreprendre, donc on va essayer de les accompagner à ça. Merci beaucoup, Laurie, pour cet éclairage. Donc, on en sait un peu plus sur le statut du chercheur entrepreneur. Je propose de prendre les premières questions du public, s'il y en a. Alors, je vous rappelle, si vous souhaitez poser des questions, vous utilisez l'onglet questions sur l'outil Livestore, n'est pas l'onglet chat. Et donc, je vous propose de vous lire les premières questions. Alors, je vois 1 ou 2 questions, mais je ne parviens pas à les lire. Alors, ça arrive, je suppose. Je vais essayer de vous relayer les questions du public. Alors, avez-vous exploité les travaux de recherche de monsieur, alors je ne suis pas sûre de la prononciation, je vais dire Merzenich, excusez-moi si j'écorche votre nom, monsieur. Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette question, soit à Omar, soit à Yacine. Peut-être que ce nom vous parle à l'un ou à l'autre. Monsieur Merzenich, est-ce que quelqu'un connaît? Alors, désolé pour la prononciation, encore une fois. Non, Omar, Yacine, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous.
Si, Oui. moi je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, Non, mais ça par vous contre, parle est-ce pas? qu'on peut avoir peut-être plus d'informations? J'ai juste la question, si jamais on ne peut pas y répondre, ben je suis désolée, mais Yacine, ça ne vous parle pas non plus Non. Non, bon, ben donc a priori la réponse à la question est non, les travaux n'ont pas été exploités puisque personne n'y fait référence. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a une autre question, sinon on va passer à la suite si je ne vois pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose d'entamer la deuxième thématique. Donc, on a parlé des entreprises avec Omar et Yacine qui peuvent naître de technologies issues de la recherche. Et il y a un autre point qui est les entreprises déjà existantes. Évidemment, elles peuvent, elles aussi, s'appuyer sur les travaux de recherche. C'est ce que nous allons aborder maintenant avec OVH Cloud, qui en est un parfait exemple. Il est partenaire de l'événement Hacatech organisé par INRIA. Alors, avant de donner la parole à Aurélien Tanière que je vais présenter, je vais vous lancer un autre quiz sur le sujet. Donc, je vous lis l'intitulé « À quoi peuvent aboutir des collaborations entre les entreprises et la recherche ?» Alors, il y a 3 réponses possibles. Elles peuvent aboutir à une innovation produit, à des projets internes de transformation numérique ou, dernière proposition, à des projets de création d'entreprise. Donc, je vous laisse quelques instants pour répondre et je me tourne en attendant vers Aurélien Tanière. Est-ce que vous avez déjà eu recours à la recherche pour une de ces 3 possibilités, un de ces 3 items pour OVH Cloud, Aurélien? Bonjour Elodie et bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous et de l'invitation. Merci beaucoup. Mais écoutez, oui, pour les 2 premières propositions, on a fait appel à des expertises R&D à l'externe et en tous les cas vers le monde public pour développer des nouveaux produits, aussi bien pour un usage interne qu'externe, et également pour participer à notre effort de transformation numérique. On a beau être un acteur majeur, OVH Cloud, on a beau être un acteur majeur du numérique et de la transformation numérique, on a aussi besoin de se transformer, et notamment par le numérique. Merci. Alors, je vois apparaître les réponses du quiz. Donc, la réponse dominante, c'est l'innovation produit et elle est suivie de peu par les projets de création d'entreprise. Donc, vous l'avez dit, vous vous êtes servi des 2 premiers, mais j'imagine que les 3 sont possibles. Oui, j'aurais répondu la réponse D, réponse A, B et C. Ouais, je pense que oui, profondément, les 3 sont possibles, même si la 3e possibilité est peut-être moins évidente et moins favorisée. Mais oui. Alors, on l'a dit, OVH est le partenaire, un des partenaires du Hacatech organisé par INRIA. Comment est-ce que vous vous y inscrivez? Et aussi, en quelques mots, d'abord, qu'est-ce que c'est que le Hacatech? Alors, le Hacatech, c'est un événement de type hackathon qui s'est déroulé sur un peu plus de 2 jours. Et en fait, le but du jeu était d'utiliser les deep tech, notamment celles développées par les équipes recherche de l'INRIA, pour solutionner un challenge. Donc, les challenges étaient soit apportés par des porteurs de projets tels qu'Omar ou Yacine, entre autres, mais aussi par des entreprises et des entreprises partenaires. Et alors, pourquoi est-ce que OVH Cloud a choisi d'en être partenaire? Vous aviez une problématique particulière à résoudre, un besoin particulier? Il y a plusieurs raisons qui nous ont permis de s'inscrire dans ce partenariat-là. Première raison, c'était de faire plus ample connaissance avec l'INRIA, avec les chercheurs de l'INRIA, mais l'INRIA, ce n'est pas que des chercheurs, c'est aussi une équipe de valorisation, c'est aussi une équipe de communication qui met tout le beau travail des chercheurs en lumière. Mais effectivement, la raison principale, c'était de solutionner une problématique que l'on avait en interne. Oui. Et alors, quelles sont les retombées dont vous avez bénéficié justement vis-à-vis de cette problématique? Tout d'abord, on a pu profiter d'un regard extérieur et nouveau sur cette problématique-là, puisque l'équipe projet qui a évolué sur ce challenge a été composée aussi bien d'ingénieurs de recherche de l'INRIA que d'étudiants plutôt avec un profil technique. Donc, c'était super intéressant d'avoir un regard extérieur et un regard nouveau
notamment apportés par les jeunes étudiants qui n'ont pas hésité à nous bousculer aussi. Donc ça, c'était un premier bénéfice. Et le second, finalement, on a été super heureux de découvrir que l'équipe qui a évolué sur ce challenge a remporté un prix. Donc c'était vraiment chouette, super cool. Et finalement, à la suite de l'Hacatech, on a pu continuer à travailler ensemble pour évoluer sur le challenge, apporter des solutions, apporter de nouvelles réflexions. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Alors, vous avez un petit peu parlé du prix, de la richesse du regard des étudiants, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement, une anecdote ou autre chose, sur la dernière édition du Hacatech? Plusieurs petites choses qui m'ont marqué. Tout d'abord, je trouve que souvent, quand on arrive parfois dans un Startup Weekend, dans un hackathon, ça peut partir dans tous les sens, mais là c'était super bien organisé, c'était super cadré. Lors de l'événement, il y avait vraiment une belle diversité d'intervenants de type coach, que ce soit d'un point de vue qui apportaient leurs compétences techniques, mais qui apportaient aussi leurs compétences métiers, business. Donc ça a vraiment permis de bien structurer l'événement, de bien faire avancer les équipes. Et l'élément le plus marquant pour moi, c'est ce que on essaye, enfin en tous les cas, c'est ce que j'essaye toujours de trouver dans ce genre d'événement. C'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes, de s'ouvrir, de partager des points de vue, de se confronter aussi à des points de vue différents, et vraiment finalement d'aller chercher des idées nouvelles et potentiellement des solutions à nos problèmes. D'accord, c'est l'importance en fait du regard extérieur que peut apporter cet événement. Merci beaucoup Aurélien pour cet éclairage. Je vais repasser la parole à Laurie sur ce thème. Laurie, pourquoi est-ce que c'est important que les entreprises, alors qu'il s'agisse de PME, de TI ou peut-être même de grands groupes, s'intéressent aux technologies qui sont issues de la recherche? En quoi est-ce que ça leur est profitable? Effectivement, je pense qu'il y en a certaines qui ont été évoquées par Aurélien. L'une des premières, ça peut être la complémentarité des profils que peuvent nous apporter les entreprises du type OVH Cloud sur des profils plutôt techniques, des profils métiers ou des profils innovation qui peuvent apporter un regard intéressant sur les technologies. Et à contrario, essayer d'apporter une culture un peu plus deep tech et plus poussée dans l'expertise sur les technologies numériques. Merci Laurie. Alors, on arrive à la fin de cette deuxième thématique. Je propose de regarder s'il y a une question ou deux dans le public. On me dit qu'il n'y a pas de questions, donc très bien, on va passer à la thématique suivante. Dans ce cas, la troisième thématique de cette table ronde. Alors, depuis le début, on parle beaucoup de transfert de technologies issues de la recherche dans le monde de l'entreprise. Alors, c'est un processus qui peut paraître complexe et qui demande sans doute à être aujourd'hui un peu démystifié. Alors, pour lancer cette troisième thématique, on va ouvrir avec un quiz avant l'intervention d'Euratechnologie d'Agathe Chaplet. Donc, l'intitulé du quiz, je vous le lis. Combien de startups INRIA évoluent dans l'écosystème d'Euratechnologie aujourd'hui? Alors, je vous laisse quelques instants pour répondre. Et en attendant, Agathe, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire combien il y a de startups au total dans l'écosystème d'Euratechnologie? Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je suis Startup Manager aujourd'hui à Euratechnologie et sur une dominante incubateur généraliste Deep Tech. Aujourd'hui, à Euratechnologie, on accompagne plus de 300 startups dans un écosystème qui est à la fois lillois, mais aussi à Blanchemaille, à Roubaix, à Williams, avec un incubateur dédié à l'AgTech, et aussi à Saint-Quentin, avec un programme d'accompagnement plutôt dédié à industrie et robotique. Donc, c'est plus de 300 startups, 200 porteurs de projets à l'année dans l'incubateur, 4500 salariés, si je ne me trompe pas, sur tout l'écosystème et plus de 450 millions d'euros levés depuis la création à Euratechnologie.
D'accord, donc ça fait du monde quand même. À Eura Technologies, on ne se rend pas toujours compte en fait qu'il y a autant de salariés et autant d'entreprises. Alors je vois que les réponses du quiz apparaissent et deux réponses semblent se démarquer, les chiffres 5 et 6. Donc 5 et 6 startups INRIA dans l'écosystème Eura Technologies. Quelle est la bonne réponse, Agathe? La bonne réponse, c'est 6 entreprises au total. D'accord, 6 entreprises INRIA qui ont été créées dans l'écosystème. Créées dans l'écosystème Eura Technologies, très bien. Alors Agathe, justement, est-ce que les porteurs de projets ont le réflexe de se tourner vers les innovations issues de la recherche au moment de créer, voire de développer leur entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent ou qui reste anecdotique? Alors, c'est une bonne question. C'est quelque chose de régulier, mais pas suffisant pour donner de la vraie valeur technologique à des entreprises. Notre vrai rôle, tant Laurie au sein de Minria que nous-mêmes, Startup Manager au sein de Eura Technologies, c'est de créer du lien avec ces centres de recherche de manière à apporter, pour ceux qui ne l'auraient pas, des technologies au sein des startups qui peuvent être créées dans les incubateurs. Donc, c'est pourquoi on a fait… Oui, pardon. Oui, allez-y, j'allais vous relancer en fait sur ce que vous apprêtiez à dire, je pense, c'est-à-dire sur les actions particulières en fait que vous mettez en place pour accroître ces interactions dont vous parlez entre le monde de l'entreprise d'une part et le monde de la recherche de l'autre. Mais je pense que c'est ce que vous alliez dire. Pas de souci, merci. L'idée, c'est effectivement de créer du lien. Entre les équipes de recherche qui peuvent être dans les instituts de recherche, comme nous, les profils qui peuvent être un peu plus business développeurs, enfin plus entrepreneurs, mais qui n'ont pas forcément l'appétence technologique. Donc, c'est important de créer du lien de manière à ce que, à terme, on accompagne des entreprises technologiques avec des équipes complémentaires capables de porter ce type de projet à forte valeur ajoutée technologique. Et comment vous créez ce lien? Alors, vous travaillez, je suppose, avec INRIA. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place pour créer ce lien? Effectivement, Eura Technologies a l'ambition d'être connecté aux acteurs qui portent la technologie. Donc, effectivement, ça peut être l'INRIA. Je sais qu'après, il y a une seconde table ronde avec la SAT. C'est des relations qu'on crée avec eux. Donc, c'est être présent dans leur laboratoire, enfin, dans leur zone d'action. C'est aussi les faire intervenir pour présenter les technologies qui peuvent être développées auprès des équipes de recherche. C'est également, et Laurie et Cyril de l'INRIA sont présents au jury du grand oral de notre process d'incubation. Voilà, ils apportent un regard aux porteurs de projets. Ils sont challengés aussi au quotidien par des profils plus technologiques qu'on peut retrouver dans les instituts de recherche comme INRIA. Alors, une dernière question peut-être pour vous, Agathe. Les entrepreneurs qui évoluent au sein d'Eura Technologies et qui ne sont pas forcément passés par la recherche, quel regard ils ont justement sur le monde de la recherche? Est-ce que c'est quelque chose qui leur paraît étrange et lointain ou pas? Comment ça se passe? Alors, pas nécessairement. Alors, je dirais pas le mot étrange, juste ils ont besoin de pédagogie vis-à-vis de ça. Ils ont besoin qu'on leur démocratise parfois un langage qui peut être très technique et où ils se sentent éloignés de ces notions-là. Pour autant, on réussit à créer du lien, on réussit à faire en sorte que des profils plutôt entrepreneurs discutent avec des équipes de recherche, mais c'est le rôle du startup manager ou encore du chargé d'accompagnement au sein de l'INRIA de voir si chacune des équipes peut avoir une appétence pour travailler ensemble. Il y a un vrai sujet de mise en relation et d'amener correctement les sujets tant technologiques que les cas d'usage qui pourraient être utilisés dans le cadre du business. D'accord. Merci Agathe pour cette intervention. Donc, je retiens que les choses ne sont pas, vous ne partez pas de zéro, mais il y a encore du travail à faire pour créer les ponts en fait entre les deux mondes, mais il n'y a pas de fracture, voilà, bien affirmée. Un vrai sujet de sensibilisation sur chacun des écosystèmes, sans pour autant que ces écosystèmes soient déconnectés aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup. Réunir l'ensemble des…
Merci beaucoup, Agathe. Alors, Laurie, sur ce thème, on a évoqué INRIA qui travaille avec Euratechnologies. Est-ce qu'on peut dire finalement que d'une certaine façon, INRIA se positionne comme un pré-incubateur de start-up avant Euratechnologies qui, pour le coup, est un incubateur? Effectivement, on peut parler de pré-incubateur et on est très content de s'appuyer comme le disait Agathe, sur des écosystèmes comme Euratechnologies, mais aussi sur des partenaires entreprises comme OVH. Après, voilà, INRIA prend le risque d'accompagner et de financer la création d'entreprises au plus tôt, c'est-à-dire vraiment juste avec une idée, juste avec une technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire, quel projet de création d'entreprise pourrait naître de cette technologie, et ensuite on passe la main à Euratechnologies qui va beaucoup plus cadrer les choses sur la mise en relation business et voilà, sur la structuration du projet qu'on a commencé à amorcer chez INRIA. D'accord. Alors, il y a une question, Laurie, je pense que vous pouvez y répondre, une question du public. Je vais vous la lire, elle est un petit peu longue. Est-il dans le domaine d'intervention d'INRIA de participer au développement de la R&D dans l'agriculture? Donc, la personne précise, entre parenthèses, qu'elle pense à Agrotech Willems, qui vise à imaginer les solutions de l'agriculture de demain. Alors effectivement, on a un institut de recherche en sciences du numérique, donc on est multithématique, on ne va pas être focalisé uniquement sur l'agriculture, mais c'est des sujets qu'on adresse, et il y a même des startups INRIA qui sont dans cette dynamique-là. Il y a des collaborations recherche-entreprise, notamment avec Sencrop ou avec d'autres startups de l'écosystème qu'on a déjà fait sur ces thématiques. Oui. D'accord, merci Laurie. Je ne vois pas d'autres questions. Si, je vois une autre question. Alors, le risque n'est-il pas que la partie recherche se focalise sur la tech, le produit et au détriment de la création valeur au client final? Alors, je ne sais pas si la question… Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec nos porteurs de projets, et c'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'une phase de pré-incubation chez INRIA et que c'est important de comprendre tous les enjeux qui gravitent autour de la création de start-up, c'est-à-dire, comme l'a dit Omar, il me semble, trouver un marché, aller se confronter aux avis des clients, aux vrais enjeux et aux problématiques sous-jacentes de la technologie. Donc voilà, ça c'est des enjeux qu'on travaille. Effectivement, les scientifiques avec lesquels on travaille sont au tout début très focus sur leur technologie et ont un prisme très technique autour de leur projet. Et voilà, c'est des choses qu'on essaie de challenger avec eux au quotidien pour qu'ils sortent d'INRIA et de leur 1 an d'incubation au sein du Startup Studio pour arriver à Euratechnologies en pouvant parler de business model, de propositions de valeur et discuter avec des parties prenantes. Merci Laurie pour ces explications. Alors, il est désormais temps de passer à la conclusion de cette table ronde, et je tiens d'abord à remercier tous les intervenants pour leur disponibilité et la richesse des échanges et de leurs témoignages. Alors, de nombreuses choses ont été dites. Laurie, que faut-il retenir selon vous? Qu'est-ce qu'il est important de garder de cette table ronde, de bien garder en tête? Créer un écosystème, enfin en tout cas s'inclut vraiment dans l'écosystème en tant qu'expert sur les technologies deep tech numériques, et qu'aujourd'hui voilà, on essaye vraiment d'accompagner des startups, de les faire émerger avec tout type de public et d'acteurs, donc des publics plutôt privés, donc des entreprises, et des acteurs comme des incubateurs comme Euratechnologies. Aujourd'hui, on a 2 chargés d'accompagnement startup au sein du centre INRIA de Lille, donc moi-même et Cyril Carincotte. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez aller plus loin, approfondir, que vous avez un projet ou vous posez des questions en tant qu'entreprise sur ce qu'il est capable de faire en termes de création, d'émergence de startups deep tech, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est le message qu'on retiendra. Les entreprises ne doivent pas avoir peur d'aller vers INRIA pour évoquer toutes leurs problématiques et la manière dont vous pourriez les aider. Alors, cette table ronde touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette table ronde sera disponible en replay, et je vous invite à nous rejoindre dans un quart d'heure pour une autre table ronde organisée cette fois sur la
organisée cette fois par la SAT Nord. Alors, cette prochaine table ronde sera consacrée à la manière dont l'innovation issue de la recherche peut aider les entreprises à rebondir et on évoquera également les dispositifs d'accompagnement et de financement qui existent dans ce domaine. Merci et une très bonne après-midi à tous. Au revoir.